El profesor Pruenot es, sin duda, bueno, para empezar, es uno de los geógrafos con una actividad más larga y más rica consagrada a la geografía del Magreb y particularmente de Argelia. Una trayectoria que se inició hace, en fin, 60 años prácticamente, en el año 46, y que no ha abandonado hasta hoy. Hace una semana participó activamente en un coloquio en la ciudad argelina de Sétif sobre un problema tan actual como el de la crisis urbana y las periferias urbanas. Aunque a él le cueste hablar de ello, como verán ustedes enseguida, entronca con la corriente más fecunda de la geografía francesa en el siglo XX, a través de su maestro, director de tesis, Jean Drèche, uno de los grandes geógrafos del siglo, y por otra parte es el exponente de toda una saga, de una familia de universitarios y al mismo tiempo de luchadores, de auténticos ciudadanos, de gente que no ha permanecido pasiva ante los acontecimientos que le ha tocado vivir. Nieto de catedrático de universidad, catedrático de medicina, de histología, hijo de catedrático de universidad, de biología marina. Su padre, Marcel Pruenot, además fue uno de los grandes dirigentes, una leyenda de la resistencia contra la ocupación alemana en Francia. Su padre fue jefe de Estado Mayor de la resistencia armada contra el ocupante. Él mismo resistente, hijo también de una madre filósofa y directora de una institución tan prestigiosa como la École Normale Supérieure de Filles, de chicas, de Sèvres. Estamos ante alguien que ha habido acontecimientos muy señalados y que, repito, ha tenido la dignidad de encararlos con una fuerza y un valor de los que nos podrá hablar para interés de todos nosotros. Bien, vamos entonces a empezar con la entrevista, no sin antes recordarle que André Pruenot es el autor de una extensa bibliografía con 3.500 o 4.000 páginas de publicaciones, como corresponde a alguien con su trayectoria, una de las cuales es un libro escrito en colaboración con uno de los principales discípulos, catedrático de la Universidad de París 8 ahora, el profesor Bouziane-Semoud, que se titula Magreb y Oriente Medio y que está ahora en proceso de publicación por la editorial Universidad de Granada. Esperamos que pueda estar en la calle dentro de muy poco tiempo. Vamos entonces a ello. André, alors on passe en français. Disons que pour commencer cet entretien, il faudrait quand même rappeler que tu es né en 1926, puisqu'on dit les années folles, d'une part, dans une famille de scientifiques et en même temps de combattants. Disons que ta dizaine d'années, ton 10e anniversaire correspondrait à des événements qui se situent dans les années 30, dans le tournant de la crise économique et sociale, le Front populaire, avant la montée du fascisme et du nazisme, la guerre d'Éthiopie, la guerre d'Espagne. Quels souvenirs pourrais-tu nous rapporter? Comment ceci était vécu dans ton milieu familial? Je t'ai entendu parler de la famille, je ne reviendrai pas dessus. Donc, j'étais dans un milieu familial intellectuel de gauche et un peu plus haut si tu veux. Bon, j'étais dans un milieu familial intellectuel de gauche, comme l'a dit. Ah, c'est ça. Ça va. Quoi? D'accord. Bon, alors j'étais dans un milieu familial intellectuel de gauche, comme l'a dit le professeur Alalon.
Euh, et je l'ai vécu comme une alerte à la montée de la guerre et du fascisme. Bon. Surtout une prise de conscience à partir de la guerre d'Éthiopie, qui était une expédition coloniale menée par l'Italie fasciste contre un peuple qu'il avait repoussé 40 ans plus tôt. Et j'étais en classe de 6e quand la guerre d'Éthiopie a commencé, et mon professeur de lettres, d'histoire et géographie nous a expliqué que Mussolini faisait la guerre pour civiliser des sauvages cannibales. Et comme j'avais visité le musée d'ethnographie sous la direction du professeur Rivet peu de temps avant, et que j'avais vu les fresques de la cathédrale de Gondar, j'ai dit à mon professeur, vous mentez, monsieur. Et j'ai eu ma première colle, ma première punition, comme ça. L'année suivante, c'était la guerre d'Espagne, le Front populaire en France, d'abord en Espagne puis en France. C'était la guerre d'Espagne, la montée du fascisme, comme l'a dit Aaron tout à l'heure. Et mon premier acte politique en 1937 a été de casser ma tirelire pour verser une souscription pour l'Espagne républicaine. Voilà en gros, si vous voulez, les choses, avec en même temps le danger hitlérien, la capitulation de Munich et tout ce qui a conduit en 1939 au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si ce que j'ai dit... Alors, dans tout ça, la géographie intervient parce que je suivais les guerres qui se passaient sur les cartes. J'avais une carte d'Éthiopie pendant la guerre d'Éthiopie où je voyais l'avance des troupes italiennes ou leur recul. Et j'ai eu pendant 3 ans une carte d'Espagne où j'ai vu l'espace franquiste s'agrandir et étrangler l'Espagne républicaine. Donc un lien géographique politique qui intervient à ce moment-là. Tu fais tes études secondaires au lycée Henri IV, qui est, disons, des perles, disons, de certains modèles éducatifs républicains à Paris, avec Louis le Grand, avec Carnot. Et tu as coïncidé avec des camarades assez connus comme Jorge Semprún, par exemple, comme Jean Mallory, comme Pierre Durand. Tu as eu des profs comme Julien Gracq, un des grands écrivains français du XXe, ou comme René Maublanc. Qui figure ici Voilà. Au centre de la photographie. Voilà, c'est ici. On regarde ici notre invité d'aujourd'hui. Alors, c'était une génération, disons, étudiante et intellectuelle. C'était aussi un milieu intellectuel particulier. Que peux-tu nous dire là-dessus? Bon, alors moi, je pense qu'il est important de dire que, pour l'essentiel, bon, les lycéens étaient des gens des classes moyennes, pour l'essentiel. C'était un milieu restreint, mais qui... c'est peut-être d'autant plus sensible que l'esprit de la résistance, l'esprit anti-pétainiste, l'esprit anti-occupation est régné aussi dans ce milieu. Car dans les classes populaires, en zone nord en tout cas, c'était l'esprit dominant aussi. Ça n'était pas vrai de tous les professeurs. J'ai parlé tout à l'heure d'un professeur moussoliniste en classe de 6e. En classe de première, j'ai eu, avant Julien Gracq, qui avait été mis en baraque de représailles par les Allemands dans son camp de prisonniers, j'ai eu avant Julien Gracq un professeur qui s'appelait Martin, et
qui défendait toutes les thèses les plus réactionnaires d'histoire et de géographie. Et un jour, un élève a dessiné une croix de Lorraine sur sa chaire pendant qu'il était interrogé. Martin s'en est aperçu en descendant de sa chaire après les interrogations. Il a demandé qui a fait ça. Et pas un seul élève de la classe n'a dénoncé l'élève qui avait fait la croix de Lorraine. Pas un seul. Ça prouvait une solidarité quand même manifeste. En terminale, sur cette classe qui est là, et dont René Maublanc était le professeur, en terminale, deux de ces élèves sont morts en déportation, d'autres ont été déportés, 3 ont été tués dans le maquis, et en tout, une quinzaine environ ont été des résistants actifs. Quant à René Maublanc lui-même, c'est la dernière année où il a pu enseigner, il a dû passer dans la clandestinité l'année suivante. J'ai oublié de dire qu'en première, dans la classe de première, il s'était passé des choses à peu près analogues. Bon, alors, parmi les élèves qui étaient là, il y avait en allemand Jorge Semprún, qui était lui aussi résistant de son côté, lié aux organisations espagnoles, et que j'ai retrouvé ensuite en classe de préparation à l'école normale supérieure, que je n'ai jamais passé. J'ai toujours dévié avant de faire ce que je voulais. Oui, justement, dans cette manie de déviation, disons, en 42-43, lorsque tu préparais le certificat d'histoire moderne et contemporaine, tu adhères au Front National étudiant, qui n'a rien à voir avec le Front National d'aujourd'hui, bien sûr, bien au contraire, et tu adhères aussi, en 42-43, dans le Paris occupé, tu adhères aux étudiants communistes. Oui. Un choix qui n'était pas très commode ces années-là. Ben, c'est un camarade de Cagnes, c'est-à-dire de première supérieure, préparatoire, d'Hippocagne. Ce sont les classes préparatoires pour avoir accès aux grandes écoles. Qui, en novembre 1942, m'a demandé si je voulais adhérer aux étudiants communistes et en même temps au Front National étudiant. Et je lui dis, moi, je n'ai pas envie de m'embrigader, je veux bien vous aider, mais il m'a dit, on ne veut pas de velléitaire. Alors j'ai dit, bon, d'accord. Et je me suis retrouvé avec d'autres étudiants, par exemple Pierre Durand, qui a été ensuite mon camarade de maquis, et qui a été aussi déporté à Buchenwald, et qui a été un temps, avant de mourir, président de l'Association internationale de déportés de Buchenwald. Bon. Il y avait d'autres géographes, résistants et communistes, avant moi, bien avant moi. En 1940, Raymond Guglielmo et Jean Suré-Canal ont fait de la résistance dans l'université à la Sorbonne. Et la même année, 1940, il y a eu l'arrestation de Paul Langevin et il y a eu dans les classes comme celle-ci une mobilisation pour la libération de Paul Langevin et pour la manifestation du 11 novembre 1940. Ça, c'était les premières phases. Alors, mon arrestation en
en mars 40, j'ai été arrêté à Besançon en mars 1943 par le Sicherheitsdienst, le service de sécurité allemand. J'ai eu 14 heures d'interrogatoire un peu brutal, puis je suis resté 8 jours en tôle. Et après quoi, j'ai été obligé, par l'arrestation des petits-fils de Paul Langeon, qui me compromettait à nouveau, en juin 1943, de partir en Haute-Saône, chez Pierre Durand, qui m'a demandé si je voulais adhérer Je l'avais fait adhérer aux étudiants communistes, il m'a demandé si je voulais adhérer au FTP, aux francs-tireurs et partisans, et c'est comme ça que j'ai pris le maquis. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais un peu géographe déjà, j'ai, à 2 reprises, sous la direction de mon père d'abord, jusqu'à son arrestation le 28 janvier 1944, et puis ensuite, sous la direction du colonel Fabien, service géographique militaire au FTP, en étant en service de renseignement, par exemple. Et ça, par exemple, c'est une carte de la région parisienne. C'est dans la région parisienne, à Chevilly-la-Rue, au sud de Paris. C'est un plan que j'ai fait en juillet 1944 pour préparer l'attaque d'un poste de DCA allemand qui est situé dans un ancien couvent qui est marqué en gris sur le croquis. Bon. Donc la cartographie, ça sert aussi à faire la guerre. Alors, c'était sous la direction du colonel Fabien, et ce qui est projeté en ce moment, c'est les résumés des directives données par le colonel Fabien, qui commandait la région sud de Paris pour justement cette attaque de Chevilly-la-Rue, sur les instructions et avec les renseignements qu'il avait grâce à notre travail d'enquête. Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, très bien. Je ne sais pas si tu veux faire allusion aussi à l'arrestation de ton père, avec qui tu as collaboré à l'état-major. Alors ça me paraît très important, l'arrestation de mon père, parce que ça montre quelle était l'atmosphère en France à ce moment-là. Le 28 janvier 1944, donc, j'ai fait une imprudence. En tant que clandestin, on n'habitait pas chez nous. Et ce jour-là, j'ai voulu aller prendre une douche à la maison. Je suis donc monté chez moi. J'étais sous la douche, j'ai entendu farfouiller dans la serrure. Et c'était le Sicherheitsdienst qui venait perquisitionner après avoir arrêté mon père. Je ne savais pas que mon père était arrêté. Il avait été arrêté à un rendez-vous le matin à Gentilly. Et ma hantise a été de pouvoir m'évader, parce que les Allemands m'ont braqué un revolver dessus, pour pouvoir prévenir mon père à son laboratoire à la Sorbonne. Et j'ai profité d'un instant d'inattention de l'Allemand qui me gardait pour lui faire tomber son revolver par terre, m'enfuir par l'escalier. J'ai sonné chez un locataire au rez-de-chaussée que je ne connaissais pas. Il m'a ouvert, il m'a fait passer chez lui. Il m'a fait passer un mur derrière la cour de chez lui. Je suis passé dans l'hôtel voisin. Je suis tombé sur l'hôtelière. Je lui ai raconté l'histoire. Elle est allée voir dans la rue si il y avait des Allemands. Elle m'a dit, vous pouvez sortir, il n'y a pas d'Allemands. Je suis allé au laboratoire. Au laboratoire, tout le monde savait que les documents étaient dans le ventre d'un écorché de cheval.
d'un cheval en carton. Bon. Et personne, les Allemands, on m'a dit, votre père est arrêté, ton père est arrêté, les Allemands ont déjà perquisitionné ici, ils n'ont rien trouvé, on ne leur a pas dit que c'était dans le cheval. Ce qui montre qu'il y avait une complicité générale, on était, comme l'a dit Mao Tse-tung plus tard, ou plus tôt, je crois d'ailleurs, comme des poissons dans l'eau. C'est ça que tu voulais que je dise? Bien bon. sûr. Bon, ben, d'accord. On peut voir ici tes transfigurations en tant que résistant. Tu les vois sur l'écran. Oui. Voilà. Bon, voilà. Celle-là est particulièrement bien réussie. Le 28 janvier, j'ai changé de figure tout de suite. Je me suis mis des lunettes pour la seule fois de ma vie jusqu'à récemment. Et j'ai rasé mon collier de barbe que j'avais. Et voilà. On peut voir ici ta carte de résistant, lieutenant-prenant, connu comme Murat, signé par le colonel Fabien. Enfin, tu es démobilisé en juin 1945. Oui. Donc tu as vécu très activement cette atmosphère, ce climat d'énergie libératrice de l'immédiate après-guerre. Tu as fait pas mal de choses. Tu as publié un récit, tu as composé un poème à un de tes camarades qui était tombé. Par la suite, tu prépareras une licence de géographie. Peu après, tu partiras en Algérie. Comment tu peux expliquer tous ces événements, tous ces choix-là? Bon, alors, disons que le fait d'abord d'être resté dans l'armée jusqu'au 5 juin 1945, ça c'était parce qu'on voulait en finir avec le nazisme. Bon. Alors le 8 mai 1945, quand il y a eu les massacres de Sétif, je me trouvais à la frontière austro-allemande, dans le fort Arlberg. On était en occupation là-bas, on venait d'arriver. Et c'était pas très beau à voir. Je dois dire qu'il y a eu des pillages français et américains, je le dis rapidement, qui n'étaient pas du même type. Les Français prenaient les accordéons, les appareils photo, les bas de soie pour les donner à la petite copine. Et les Américains, tout tenait dans un mouchoir. C'était des bijoux en or qu'ils avaient chippés. Je crois que ça définit deux attitudes différentes. Bon. Alors, moi, comme on m'avait appris les choses, j'ai fait descendre tout ce qui était pillé des camions du détachement que je commandais. Personne n'a pillé. Je me suis fait très mal voir des soldats. Bon, mais je ne voulais pas rester dans l'armée, ça c'est clair. Et quand je suis rentré à Paris, ce qu'on voulait faire, c'est ce que j'ai exprimé dans une chanson que le Cercle d'Union de la Jeunesse républicaine de France a adoptée, et qui était reconstruire la paix, reconstruire la nation, faire que tout le monde soit heureux, quoi. Et je pensais que la géographie pouvait servir à quelque chose pour ça. Ça, c'était une manie. Et donc, j'ai continué mes études de géographie. J'ai pas voulu rester dans l'armée, qui allait faire la guerre en Indochine. Et j'ai repris mes études de géographie. J'ai rencontré de nouveau Jean Mallory, que je connaissais depuis la Cagne. J'ai rencontré Guglielmo. J'ai rencontré d'autres géographes qui avaient été résistants. Et j'ai fait ma licence, j'ai terminé ma licence plutôt, il me restait 3 certificats sur 4, je les ai fait en un an,
en 45-46, entre octobre 45 et juin 46. Et en juin 46, se posait la question de mon sujet de diplôme d'études supérieures, de géographie, physique, parce que, à mon avis, la géographie physique devait permettre... Je m'excuse, hein, je suis pas en grande forme. La géographie physique devait permettre de fournir des ressources à l'écologie, etc., au mode de vie dans cette reconstruction de la paix. Et il y a eu une proposition de mission pour 2 étudiants dans le sud oranais, dans le Sahara oranais. Une proposition de mission du CNRS. Ça, c'est ce qui projette, c'est mon ordre de mission de l'époque. Pour étudier la géomorphologie dans la vallée de l'Oued-Guir et de l'Oued-Zousfana. Moi, j'ai pris les Zousfana. Mon coéquipier, qui était aussi ancien résistant et qui s'appelait Jean-Marie Hubert, a pris l'Oued-Guir. Et on a travaillé là pendant 6 mois, entre septembre 46 et avril 47. J'en ai sorti un article, mon premier article de géographie, qui n'était pas ma première publication, puisque ma première publication en 1945, ça avait été un récit de la résistance intitulé comme À l'ombre du quartier latin. Bon, ce n'était pas le titre que tu avais proposé. Qui n'était pas le titre que j'avais proposé. J'avais proposé comme titre côte à côte, parce que c'était l'histoire à la fois d'un étudiant et d'un ouvrier que j'avais connu l'un et l'autre et qui avait été tué pendant l'insurrection de Paris, l'un et l'autre. Voilà. Donc tu retrouves en Algérie confronté au problème colonial. Voilà. Quelle réaction, quelle réflexion? J'ai eu l'impression de me retrouver dans la situation des Allemands en France dans les 4 années précédentes. Et ça, c'était absolument inacceptable pour moi. Le mépris avec lequel j'ai vu mes compatriotes traiter les Algériens m'a profondément choqué. Déjà sur le bateau, le soir, à 11h du soir, je m'étais enroulé d'une couverture et endormi sur le pont parce que j'étais passager de 4e et comme je suis toujours en retard, j'étais arrivé après que les 4e étaient fermés. Donc j'étais sur le pont des touristes et il y a un gros homme, tout vêtu de blanc, qui m'a dit « Mohamed, surveille mon bagage ». Je lui dis « 1, je ne m'appelle pas Mohamed. 2, si je m'appelais Mohamed, je vous donnerais un coup de pied. » Ce que je n'aurais pas fait, parce que si je m'étais appelé Mohamed, j'aurais dit « Oui, monsieur », parce que c'était la seule solution. Et après, j'ai vu partout traiter les Algériens comme des esclaves, ou à peu près. Et ça m'a scandalisé. Et je me suis dit que la première chose à faire pour l'Algérie, c'était pas d'y trouver des ressources et d'étudier la géomorphologie, mais d'utiliser la géographie pour éclaircir le problème algérien, pour alerter l'opinion française, pour qu'il n'y ait pas une guerre d'Algérie trop tôt.
Alors, quand j'ai eu passé l'agrégation en 1948, je suis parti comme prof un an après l'agrégation. J'ai demandé à partir comme prof dans un lycée d'Alger. J'étais professeur de lycée à Alger de octobre 1949 à juin 1952. Et c'est à ce moment-là que Jean Dresch, le professeur Jean Dresch dont parlait tout à l'heure Aaron, que je ne connaissais pas, je l'avais juste eu au jury d'agrégation en 1948, mais quand je regardais le jury, il m'impressionnait tellement que je passais mon regard comme ça par-dessus lui, parce qu'il faisait 2 mètres de haut. Est venu me trouver un jour au lycée, il avait pour moi un congé, et il m'a dit on part, vous allez choisir un sujet de thèse de géomorphologie dans le Constantinois, on passe 8 jours dans le Constantinois. Voilà. Je suis parti avec lui, et au bout du compte, je lui dis je ne fais pas de sujet de morphologie, parce que ça ne m'intéresse pas, je veux faire un sujet de géographie humaine de l'Algérie. Oh, il m'a dit, avec quoi? Je lui ai dit, ben, puisque on a traversé la ville de Sétif, sur Sétif. Il m'a dit, oh, Sétif, c'est beaucoup trop petit. Prenez le fait urbain en Algérie. Il y avait quand même 2,5 millions d'habitants dans les villes d'Algérie. Je lui ai dit, il y en a trop comme ça. On a marchandé, jusqu'aux villes de l'intérieur algérien, en excluant les ports. Voilà. Et j'ai jamais réussi à faire mon sujet. J'ai jamais pu faire ma thèse. Je suis donc un très mauvais exemple. Il faut dire que les thèses d'État françaises, ça ne correspond pas exactement à l'idée de thèse qu'on se fait à présent. C'était des thèses dans lesquelles on pouvait bien investir une vingtaine, voire une trentaine d'années parfois. Valait mieux pas. Ça pouvait être fait en 5-6 ans. Seulement, pas sur le fait urbain algérien, si on voulait enquêter dans le détail et découvrir la réalité. Oui, justement, la question algérienne dont tu faisais allusion tout à l'heure n'a pas toujours été bien captée par tes camarades même, et particulièrement par la direction du PCF. Tu as coïncidé en rentrant à Paris en 1952 dans la cellule qui s'appelait Sorbonne Lettres, avec des gens très connus comme Jean Dresch, comme Pierre Georges, comme les historiens François Châtelet, Jean-Paul Vernon, Maxime Robinson, etc. Yves Lacoste, le géographe aussi. Et les positions critiques vis-à-vis des vues officielles du parti sur la question algérienne s'y sont très tôt manifestées. Encore une fois, donc, à l'intérieur du parti, tu as eu à prendre des positions qui n'étaient pas très commodes. Oui, c'est vrai, mais pas tout seul. Là, on était nombreux. Bon, et puis, je pense que... bon, alors, j'étais rentré comme assistant à Paris en 1952, donc c'est pour ça que j'étais à la cellule Sorbonne Lettres. Et je n'ai pas pu continuer à aller travailler en Algérie après 1955. C'est la dernière fois où j'ai pu aller travailler en Algérie. Parce qu'il y avait la guerre. Et que je n'avais plus accès à la documentation. Alors je vois qu'il y a une photo là une photo Tu veux les présenter? où il y a que des géographes. Celle du haut est de 1950, c'est le jour des résultats d'agrégation de géographie de 1950. Et au milieu, il y a un camarade communiste qui s'appelait Raymond Dugrand, qui a
qui depuis a été adjoint au maire socialiste de Montpellier et professeur à l'université de Montpellier. À droite, il y a Raymond Guglielmo, dont j'ai parlé tout à l'heure, ancien résistant de la première heure, qui était collé cette année-là. Et la photo du dessous, c'est en 1951, et on revoit au milieu de la photo hilar et trônant joyeusement Raymond Guglielmo, qui venait d'être reçu premier à l'agrégation, et d'autres géographes qui avaient été, eux, collés ou reçus, ça dépendait. Yves Lacoste. Alors, notamment Yves Lacoste, qui est devenu depuis le rédacteur en chef d'Hérodote, Camille Lacoste du Jardin, qui est à côté, qui a été une spécialiste de la Kabylie, Michel Rochefort, qui a été longtemps professeur de géographie à Strasbourg, et puis Jean Bastier aussi, qui est à mes côtés, et qui a été ensuite professeur, je ne sais plus où, à Paris, mais je ne sais pas, à la Sorbonne. Bon. Tout cela ont réussi, sauf Guglielmo, à passer leur thèse et à être prof. Mais alors, beaucoup de ceux-là se sont retrouvés dans la cellule Sorbonne Lettres avec moi, notamment Lacoste, Bastier, etc., et Guglielmo. Et la position du Parti communiste français, auquel nous appartenions, et qui était collée au Parti socialiste, lequel Parti socialiste a décrété l'état d'urgence dès 1955, a participé en tout cas au décret de l'état d'urgence, et a demandé des pouvoirs spéciaux, encore plus graves, des pouvoirs spéciaux qui ont été votés par les communistes le 11 mars, je ne sais plus, non pas le 11 mars, le 11 mars c'est une histoire pour vous. Février 56. C'est en mars 56. Les pouvoirs spéciaux du 12 mars 56. Après que Guy Mollet ait été le 6 février 56 chahuté à coups de tomate à Alger et capitulé devant les exigences de la future OAS, nous avons envoyé, à ce moment-là, nous avons commencé à lutter contre les pouvoirs spéciaux et contre la guerre d'Algérie et contre les positions du Parti communiste, de la direction, qui ont d'ailleurs très vite changé en partie, puisque dès juin 56, le secrétaire du Parti communiste français, Maurice Thorez, a accepté l'idée de nation algérienne qui jusque-là n'était pas acceptée par les communistes français. Donc il y a eu cette idée de nation algérienne qui a été acceptée à ce moment-là, mais pas par toute la direction. Et j'ai abandonné ma thèse à ce moment-là. J'ai abandonné ma thèse pour faire des articles qui étaient branchés sur les problèmes politiques algériens. Par exemple, sur la solidarité de fait qui existait entre le peuple algérien et le peuple français, même au point de vue économique, puisque l'État français dépensait en Algérie beaucoup d'argent pour des sociétés capitalistes et pour des très gros colons, et pas pour la population d'Algérie, et que c'était ces gens-là qui profitaient de la situation, et c'était en même temps que les Algériens, les Français qui payaient. Bon, je pense que ça a une certaine importance.
Tu veux quand même... on peut mentionner aussi des repères comme 17 octobre 61. Oui, alors c'est ça. Alors, le 17 octobre 61, à Paris, les Algériens ont été massacrés alors qu'ils faisaient une manifestation pacifique. Et puis, au début 62, ça a été la manifestation de Charonne, où 9 Français ont été tués par les forces de l'ordre, dans une manifestation contre la guerre d'Algérie aussi. Alors, en même temps que je faisais ça, que je participais à ces actions, et la cellule Sorbonne-Lettres avait été blâmée en 1959 par la direction pour avoir publié les critiques, une lettre de critique sur la politique faite jusque-là. Son secrétaire avait été exclu temporairement, son secrétaire adjoint aussi, et tous les autres membres blâmés. Lacoste est à ce moment-là sorti du parti. Moi, j'y suis resté, d'autres aussi sont restés, parce qu'on pensait pouvoir continuer à travailler dedans. Bon. Mais au point de vue géographique, pendant toute cette période, ce que j'ai fait, c'est de la recherche. Je suis revenu à la géographie physique, et j'ai fait de la géographie physique du littoral gascon entre Bordeaux et l'Adour. Voilà. Où j'ai fait du tariérage, j'ai envoyé des corps à la dérive pour voir ce qui devenait. J'ai fait du jalonnement le long du littoral pour constater que le littoral reculait sous l'effet d'une érosion qui transportait ensuite les matériaux vers le sud depuis la pointe de Grave jusqu'à l'Adour. Je m'excuse d'être sorti du domaine politique. Bon, disons que après ce temps de relax dans la géographie physique et en France, tu seras à nouveau en Algérie en 63 et tu resteras jusqu'en 66 comme maître assistant à l'université d'Alger. Oui. Sûrement les changements que l'Algérie de l'époque devait te montrer seraient brutaux pour toi. C'était des changements totaux, un changement total, puisqu'il y avait eu substitution de population. Tous les Européens d'Algérie, ou presque, disons 95% à ce moment-là, étaient partis d'Algérie, après qu'ils aient subi la pression de l'OAS d'ailleurs. Et ils étaient rentrés dans leur logement à peu près 2 fois plus d'Algériens. La population urbaine est passée d'un coup de 2 400 000 à 4 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'il y a eu une surpopulation intense. Et beaucoup d'entreprises avaient été sabotées avant leur départ par les patrons qui étaient partis. Il y avait un chômage monstre. C'était absolument une situation. En 62, j'y suis allé pour la première fois en décembre 62, c'était une situation de désastre économique. Et ça a été absolument remarquable que les Algériens aient réussi à redresser leur économie dans les années 60-70 comme ils l'ont fait. Seulement, moi, pour ma thèse, ça ne m'arrangeait pas. Pour ma thèse, ça ne m'arrangeait pas parce que, comme tout était changé, je ne retrouvais plus rien. Il fallait que je recommence tout. Bon. Et en même temps, il fallait que je forme des enseignants algériens pour partir le plus vite possible et leur laisser la place. Donc, j'ai fait un travail pédagogique qui freinait en même temps mon travail de recherche. Mais on a quand même lancé une revue avec Jean Cabot à l'époque,
à Alger qui s'est appelée les Écoles algériennes de géographie et qui a été reprise par les Algériens en même temps. Voilà. Et il y a un certain nombre d'Algériens qu'on a formés comme ça. Par exemple, Djilali Sari, qui a été ensuite professeur à la faculté d'Alger, mais aussi, à un moment, Mounir Bouchnaki, qui s'est converti ensuite à l'archéologie et est actuellement vice-président de l'UNESCO. Si tu veux, on va faire à cause du temps un saut en avant. Oui. Disons, tu reviens en 66 à Paris, mais d'autre part, tu as gardé jusqu'à ce jour peut-être les contacts habituels avec l'Algérie. Disons, après des années de développement du modèle de l'Algérie indépendante, de leadership tiers-mondiste de l'Algérie, oui, ce pays a sombré dans une crise de plus en plus grave, surtout à partir des années 80. Surtout à partir des années 80. Tourné à la tragédie dans la décennie suivante. Alors, première question là-dessus, quel bilan sommaire de ces 2 décennies d'après l'indépendance? Jusqu'en 80. Jusqu'en 80. Bon, alors, il y a eu des progrès énormes. Moi, j'ai vu des gens qui étaient des mendiants en 62 devenir des gens qui vivaient à peu près normalement, sauf les conditions de logement, à cause du déficit en logement qu'il y avait, avec une planification qui a été d'installer avec surtout l'argent du pétrole à partir de 1973, mais avec d'autres ressources moindres auparavant, d'installer des industries, des chaînes d'industrie depuis les matières premières jusqu'aux produits finis, justement dans l'intérieur de l'Algérie, là où il n'y avait rien eu pendant l'époque coloniale. Par exemple, il y avait à Arzeu et à Skikda, sur la côte, les raffineries de pétrole et les usines de plastique qui envoyaient les matières plastiques acétiques, où tout le façonnement du plastique se faisait. Et il y avait une répartition dans l'intérieur des productions, région par région, ouest, centre, est, à partir de la côte, dans l'intérieur pour retenir les populations, au prix de surcoûts assez considérables, qui étaient comblés par le prix du pétrole. Les surcoûts provenaient de l'importation de matières premières. Ils provenaient du transport dans l'intérieur par camion, puisqu'il n'y avait pas de chemin de fer dans beaucoup d'endroits où il y avait des usines. Et ça faisait un travail considérable qui était distribué à la main-d'œuvre, à la population ouvrière. Seulement, en 1979, le ministre des Pétroles a voulu augmenter la part monétaire provenant du pétrole, la rente pétrolière, transformer le profit investi en rente. Et pour ça, il a emprunté de l'argent, beaucoup d'argent, et confié à Bechtel la construction d'usines très sophistiquées d'extraction du gaz de pétrole, de liquéfaction du gaz naturel pour l'exportation. Et ça a doublé la dette algérienne de 9 milliards de dollars à 18 milliards de dollars entre 1979 et 1980. À partir du moment où la dette était aussi énorme,
la moindre chute du prix du pétrole a été catastrophique pour l'Algérie. Et depuis cette époque, depuis 20 ans maintenant, 86, il n'a plus été possible aux entreprises d'État algériennes d'entretenir leur matériel et surtout de le renouveler. En mars dernier, j'ai rencontré à Sétif l'ancien directeur des ressources humaines d'une usine de coton située dans la montagne à 40 km au nord de Sétif. Ce directeur des ressources humaines m'a dit on avait une usine de 1500 ouvriers, 3 fois 8 heures en 1974 pour produire 1200 tonnes de filets de coton dans l'année. On recevait la matière première d'Égypte, la graine de coton, elle était remontée de Bougie jusqu'à Bouga par camion. Ça coûtait assez cher, c'est les surcoûts dont je parlais. Mais maintenant, on ne peut plus entretenir, on n'est pas déficitaire, on ne peut plus entretenir le matériel. On n'a plus qu'un tiers des ouvriers, on produit un quart de la production, on ne fait plus du tout les 3-8. Et on cherche des partenaires étrangers pour qu'ils participent au renouvellement du matériel, mais ils veulent tous 51% des parts. Si bien qu'actuellement, tout le problème économique est celui de la vétusté de l'outil de production et de la braderie de cet outil de production par le gouvernement algérien actuel, qui met lui-même de l'argent pour rénover, pour pouvoir lécher les clients, privatiser, et ces clients se contentent d'empocher les bénéfices, qu'ils soient algériens ou étrangers. Alors, cette situation de déclin est responsable d'un déclin social évident depuis maintenant 25 ans, progressif, qui a remplacé l'ascension sociale. Et ce déclin social a permis aux islamistes de faire du populisme, par exemple de donner des discours, d'abord dans les catastrophes naturelles, mais aussi après avoir été élus dans les municipalités, discours absolument aberrants. Ça a détruit le paysage urbain dans un certain nombre de cas, mais qui ont entraîné leur popularité. Et quand il y a eu l'interruption des élections en 91, ça a entraîné un certain soutien au terrorisme islamiste qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts depuis. Et ça a entraîné maintenant la réconciliation nationale dans le cadre de la soumission à une mondialisation capitaliste qui fait que l'Algérie est placée dans la hiérarchie de la mondialisation dans une position très dépendante. Elle est revenue à une position qui est à peu près celle du Maroc et de la Tunisie, alors qu'elle avait acquis une autonomie beaucoup plus grande. Ce n'est pas que l'Algérie manque d'argent. Elle a beaucoup d'argent. L'État algérien a beaucoup d'argent. Actuellement, ils ont 50 milliards de dollars de réserves de change. Cette année, ils ont 20 milliards de dollars d'excédents dans le commerce extérieur. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir augmenter ces réserves qu'ils n'utilisent absolument pas pour créer des moyens de production ou pour renouveler les moyens de production. Pourquoi ?
parce que la grande espérance, c'est une qui est déjà réalisée, l'association à l'Union européenne, mais placée en position subordonnée, avec ouverture du commerce extérieur qui transforme les importations informelles en importations formalisées, qui fait que l'Algérie est noyée sous les produits d'importation, et d'autant plus qu'il y en a une qui n'est pas encore réalisée, c'est l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et qui est encore plus exigeante en matière d'ouverture aux capitaux étrangers. Donc, on se trouve dans une situation où actuellement, ce que j'ai vu en Algérie lors de mes derniers séjours en mars et en octobre, en novembre même, en novembre 2005, c'est la multiplication des villas de luxe, d'une part, en même temps que la multiplication des logements précaires, l'aggravation énorme des contrastes sociaux, la légalisation de la contrebande, de ce que les Algériens ont appelé le trabendo, c'est l'influence espagnole, avec, par exemple, dans une ville comme El Olma, qui a 120 000 habitants, qui en avait 25 000 à l'indépendance, 120 000 habitants, de 300 ou 400 immeubles de 3 étages, construits depuis 2 ans ou 3 ans, bourrés de matériel électronique, de matériel électroménager, importé et attendant d'être vendu. Et l'afflux dans ce quartier que les Algériens appellent un Dubaï, d'après le nom de la capitale d'un État du Golfe, comme vous le savez, l'afflux d'acheteurs qui viennent se pourvoir en matériel là, c'est la légalisation de l'importation clandestine, c'est la légalisation du trafic, c'est tout ce qu'on veut, c'est ça. Et la production n'est pas soutenue. Si tu veux, André, on a débouché déjà sur l'actualité la plus brûlante, si tu veux. Disons la forme de mondialisation qui est réservée à l'Algérie. C'est ça. Donc, sur ce plan-là, mais en changeant de cadre spatial, disons, en Europe aussi, il y aurait des choses à dire. Et en fait, tu ne t'en es pas empêché toi-même, puisque le 25 mars dernier, tu avais signé un appel avec d'autres anciens résistants et déportés français pour le non dans le référendum de la Constitution européenne d'une part. Il faut dire que des différences historiques, de contexte, de conjoncture politique interne entre la France et l'Espagne font que parfois, en Espagne, une certaine opinion publique ne perçoit pas très clairement les réflexions critiques vis-à-vis de la construction européenne, de la gauche, du secteur de la gauche française. À ton avis, quels étaient et quels sont les principaux enjeux? La dernière question après celle-ci, ça me ferait quelques 5 minutes, pas plus, pour donner lieu à un débat quand même, porterait sur l'intérêt avec lequel a été suivi en Espagne et l'étonnement aussi. Cette flambée récente des banlieues à partir du nord parisien dans l'ensemble de la France. Là aussi, à Sétif, il y a une semaine, la presse algérienne a même évoqué, disons, les rapports entre crise urbaine en Algérie et les phénomènes qui se voient à présent en France aussi. Donc, c'est 2 points comme sujet de réflexion pour terminer.
Oui, je crois que tout le problème est celui de la réalité de la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Un conseiller politique démocrate important américain, qui est Brzezinski, a bien dit qu'il y avait deux choses, les États-Unis et le reste du monde. Et pour lui, les États-Unis doivent dominer le reste du monde. Il y a un trou noir à occuper qui est l'ensemble Moyen-Orient, Proche-Orient. Il y a une zone dont il ne parle même pas, qui est l'Afrique. Et il y a un concurrent qui est la Chine. Je crois qu'il y a une hiérarchie à établir entre les pays où les États-Unis sont au sommet, ou plutôt les capitaux américains sont au sommet, pas les Américains de base, pas ceux qui sont morts à la Nouvelle-Orléans, où il y a des échelons intermédiaires, comme le Japon. On admet des négociations avec la Chine, et l'Union européenne est un des auxiliaires de la mondialisation à un niveau intermédiaire. À un niveau intermédiaire plus bas, il y a des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'ensemble des pays, disons, circumméditerranéens. Et puis encore plus bas, il y a le reste, ce qui ne compte pas. C'est dans cette vision-là de subordination et d'incapacité de maîtrise de notre destin que nous avons, nous, voté non. Nous voulons rester maîtres de notre destin. Je sais qu'en Espagne, l'adhésion à l'Europe a apporté d'abord quelques progrès, mais c'est pas parce que l'Espagne avait beaucoup à gagner au départ. Mais je pense que maintenant que vous avez rejoint le niveau économique moyen européen et que c'est les pays de l'Est de l'Europe qui ont à gagner à ce système d'Union européenne, à gagner les capitalistes des pays de l'Europe de l'Est, par les plombiers polonais. Je pense que il y a une solidarité de nouveau qui existe entre les anciens pays coloniaux et recolonisés comme l'Algérie, les pays qui, comme les pays de l'Union européenne, se trouvent dans une situation intermédiaire, et aussi, pourquoi pas, les Américains qui protestent contre la guerre en Irak, qui protestent contre la guerre, contre l'occupation de l'Afghanistan, ou les Israéliens qui manifestent contre l'occupation des territoires palestiniens et pour la paix en Palestine. Figuro que hay temas que suscitarían debate. No tienen ustedes más que pedir la palabra y entonces les pasará el micrófono inalámbrico para que se pueda grabar, pues se está haciendo una grabación de vídeo de la entrevista. Positif du colonialisme qu'on devait donc évoquer. Vous qui êtes professeur aussi, je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus. Merci beaucoup.
Bon, alors sur la loi sur l'état d'urgence et sa prolongation, j'ai oublié de répondre sur la question des banlieues tout à l'heure. Bon. Mais la question des banlieues, c'est la question de la ségrégation qui s'est opérée en France depuis une vingtaine d'années. J'ai moi-même habité en HLM il y a une quarantaine d'années. Et à l'époque, après la résorption des bidonvilles, dans la région parisienne, il n'y avait pas de ségrégation dans les HLM. Bon. La ségrégation s'est faite par le départ progressif de gens qui avaient des revenus relativement importants, comme moi, bon. Ou d'autres qui en avaient de moins importants, mais vivables quand même, et le bourrage de HLM par des immigrés sans travail, en grande partie, où la propagande islamiste a d'ailleurs joué, sur les musulmans du moins, mais qui ont fait l'objet d'une véritable ségrégation. Et je pense que le ministre de l'Intérieur qui a incité d'abord à passer au Karcher à Courneuve, qui a incité à confondre les voyous à la racaille avec l'ensemble des immigrés et des habitants des quartiers pauvres, est responsable principal des émeutes qui ont eu lieu à Paris. Et qu'il l'a fait tout à fait consciemment, je pense, pour pouvoir s'acquérir une popularité par la répression, laquelle répression n'a fait qu'aggraver les choses. Bon. Je pense que la prolongation de l'état d'urgence, qui est une loi à l'origine votée par les socialistes en 1955, je pense que cette prolongation vise la même chose. Mais je pense qu'elle a des chances d'échouer parce que maintenant, les émeutes ont cessé. Et qu'en même temps, il n'y a plus d'état d'urgence de fait dans les communes. Je dirais la même chose aussi d'émeutes qui ont eu lieu en Algérie récemment et qui sont liées à la situation de l'aggravation de la société que j'ai signalée en Algérie. L'attitude du gouvernement algérien ne diffère pas beaucoup de l'attitude du gouvernement français. Quant à la loi du 23 février 2005, j'ai dans ma serviette un texte qui a été envoyé à la presse il y a plus d'un mois. Tu n'as pas dans ta serviette. Mais je l'ai aussi dans... Je l'ai ici. Tu l'as ici. Mais je l'ai aussi dans ma serviette. D'un texte qui a été adressé à la presse il y a plus d'un mois qui émane du groupe de recherche et d'études sur le Maghreb et le Moyen-Orient du CNRS, dont je fais partie, qui a maintenant une cinquantaine de signatures. La presse n'a pas publié ce texte. Aucun journal n'a publié ce texte que je laisse ici et qui pourra donc aussi être... dont vous pourrez prendre connaissance ici, en tout cas. Ce qui est un avantage sur les lecteurs du Monde, de Libération ou de l'Humanité. Est-ce que j'ai répondu à votre question? La ley a la que se refiere el profesor Poenot ahora prácticamente prohíbe oficialmente criticar la labor de Francia en las antiguas colonias. Casi prohíbe criticar el colonialismo. En fin, ese es su deseo. Es obvio que en Francia hay mucha opinión crítica al respecto también.
¿Preguntas o intervenciones? ¿Todo está claro? Tu veux ajouter quelque chose? Bon, qu'est-ce que je peux ajouter? Je suis très content de vous connaître. Moi, j'aurais préféré que vous ayez un peu plus la parole, que vous la preniez encore un peu plus. Mais si vous ne voulez pas la prendre, vous ne la prenez pas. En tout cas, on te remercie. Il n'y a pas de quoi. Gracias a todos por su presencia y hasta otro día.